Nous suivons une histoire en développement à Waterbury, où il y a eu une altercation à l'extérieur du palais de justice de la ville. Les salles d'audience sont généralement le théâtre de différends juridiques plutôt que de violences. Mais que se passe-t-il lorsque les victimes décident de se faire justice elles-mêmes? De la mère qui a pris sa revanche sur le meurtrier de sa fille dans la salle d'audience à un membre de gang brutalement assassiné par plus de 200 femmes en plein jour, voici les cas de condamnés tués instantanément au tribunal. Ceci est l'histoire de Marianne Bachmeyer, la femme qui allait être connue sous le nom de « la mère vengeresse » de l'Allemagne, et de Klaus Grabowski, le meurtrier brutal qui a arraché la vie d'une âme innocente. Un jour fatidique de mars 1981, la mère en deuil est entrée dans une salle d'audience en Allemagne de l'Ouest avec une arme dissimulée et, en une fraction de seconde, elle a rendu la justice pour l'homme qui lui avait pris sa fille. Avant que la tragédie ne frappe, Marianne était une mère célibataire qui tenait un pub dans les années 1970 à Lübeck, en Allemagne de l'Ouest. Toute sa vie, Marianne avait connu toutes sortes de luttes, d'une enfance troublée à la nécessité de faire adopter 2 de ses enfants. Cependant, lorsqu'elle est tombée enceinte pour la 3e fois, elle a décidé de garder cet enfant et l'a nommé Anna. Anna était un rayon de soleil dans la vie de Marianne, lui apportant un bonheur qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Cependant, comme on dit, les bonnes choses ne durent pas, et il en fut de même pour Anna, qui devint finalement la victime d'un psychopathe. Le 5 mai 1980, la tragédie est survenue. Ce jour-là, Anna, âgée de 7 ans, a eu une violente dispute avec sa mère et, par rébellion, a décidé de ne pas aller à l'école. D'une manière ou d'une autre, elle s'est retrouvée chez son voisin de 35 ans, Klaus Grabowski. Cet homme n'était pas le plus un citoyen respectable en apparence et, en fait, il avait déjà purgé une peine pour avoir fait l'impensable avec un mineur, mais Grabowski n'était pas un inconnu pour Anna et ce n'était pas la première fois qu'elle se rendait chez lui pour jouer avec son chat. Cependant, cette fois-ci, Grabowski avait des intentions mortelles envers la petite fille, et après quelques heures, il se jeta sur la petite Anna et l'étrangla point avec une paire de collants. On ne sait pas si Anna a été profanée ou non, cependant, Grabowski compléta sa mission maléfique en empilant le corps de l'enfant dans une boîte en carton et en l'enterrant sur les rives d'un canal voisin, mais la justice n'était pas loin derrière, et ce fut ce jour même que Grabowski fut arrêté après que sa fiancée ait alerté la police, avec tous les indices pointant directement vers lui. Il savait qu'il ne pouvait pas échapper à cette accusation, alors il avoua avoir tué l'enfant mais n'y avoir jamais abusé d'elle. Au lieu de cela, il donna une version plus troublante, il affirma que la fillette de 7 ans avait tenté de le séduire et avait même menacé de dire à sa mère qu'il l'avait agressé s'il ne lui donnait pas d'argent. Peu de gens crurent à cette histoire, et la police non plus, alors l'affaire se dirigea vers le tribunal. Mais c'est là que les choses devinrent encore plus graves. Lors du procès, les avocats de Grabowski avancèrent une défense prétendant qu'il avait agi en raison d'un déséquilibre hormonal causé par la procédure de castration volontaire qu'il avait subie des années auparavant. N'était pas très amusante pour Marianne, et chaque déclaration semblait être un coup dans sa poitrine. Ainsi, le 3e jour du procès, elle entra dans le tribunal de district de Lü avec un pistolet Beretta calibre 22 caché dans son sac. Ses yeux étaient injectés de sang, et il était clair qu'elle cherchait à se venger. Lorsqu'elle trouva un bon point de vue, elle sortit son arme et visa directement Grabowski, tirant 7 balles sans cligner des yeux, une pour chaque année vécue par Anna. Beaucoup trouvèrent que c'était une fin appropriée pour un tel psychopathe, mais la loi devait encore punir Marianne pour ce meurtre. Pendant son procès pour meurtre, elle parla de la prise de la vie de Grabowski dans un rêve et de vision de sa fille, ce qui renforça sa détermination et la convainquit de faire ce qu'elle avait fait. Lorsque le tribunal lui demanda un échantillon d'écriture, elle écrivit « Je l'ai fait pour toi, Anna ». Le tribunal la condamna à 6 ans de prison pour homicide involontaire avec préméditation en 1983, et sa condamnation suscita beaucoup de controverses, certains arguant qu'elle ne devrait pas purger de peine pour cet acte. Marianne ne passa finalement que 3 ans derrière les barreaux avant d'être libérée. Malheureusement, elle fut diagnostiquée d'un cancer et décéda le 14 septembre 1996 à l'âge de 46 ans. Elle fut enterrée juste à côté de sa fille. Akku Yadav, également connu sous le nom de Bakali Charan, était un gangster indien lynché dans une salle d'audience en pleine lumière du jour. Comment en est-il arrivé là et quels crimes horribles a-t-il commis pour mériter un châtiment aussi sévère? Pour comprendre ce cas glaçant, faisons un petit voyage dans le passé avant qu'il ne rencontre sa fin ignominieuse. Akku Yadav était un véritable fléau pour la société, voleur, cambrioleur, kidnappeur, extorqueur et tueur en série dont le nom inspirait la peur chez tous ceux qui l'entouraient. Durant sa vie, Yadav a ôté la vie à au moins 3 personnes, il a torturé et enlevé des gens pour rançon, et agressé plus de 40 femmes et filles mineures.
Pendant longtemps, lui et ses bandes étaient incontrôlables, car ils avaient la police dans leur poche, il leur donnait souvent de l'argent et les invitait même à boire dans les bars. Ainsi, même lorsque les femmes le signalaient à la police, leur plainte était classée sans suite. Il terrorisait les familles, principalement celles vivant à Kurbanagar, et il lui arrivait parfois d'entrer de force dans leur maison pour exiger de l'argent, tout en maintenant les hommes sous son contrôle. Il agressait les femmes et même des enfants aussi jeunes que 10 ans. Ainsi, les hommes ne pouvaient pas se rebeller contre lui. On disait qu'à cette époque, chaque foyer de la région comptait au moins une femme ayant été victime des agressions de Yadav. L'une de leurs victimes était une femme qui avait accouché seulement 10 jours auparavant. Yadav et ses hommes violèrent cette femme, qui se suicida plus tard par immolation. Avant que vous ne demandiez pourquoi les gens n'ont pas appelé la police lorsque la situation est devenue si grave, sachez qu'ils l'ont fait. En fait, la police l'arrêta 14 fois, mais cela ne donna rien. Yadav était simplement relâché et renvoyé dans les rues pour continuer à terroriser les habitants de la localité. Après une décennie de chaos et de destruction des vies des femmes et des filles de la région, toutes les affaires contre lui furent abandonnées, et il semblait que le psychopathe de 32 ans allait s'en sortir. L'histoire prit un tournant sombre le 13 août 2004, lors d'une audience de mise en liberté sous caution au tribunal du district de Nagpur en Inde. La rumeur s'était répandue que Yadav pourrait être libéré ce jour-là, car la police avait prévu de le garder en détention jusqu'à ce que tout le monde se calme, puis de le libérer. N'ayant d'autre choix que de prendre les choses en main, une foule de 200 à 400 femmes entra dans le palais de justice ce jour-là, armées de couteaux à légumes et de sprays au poivre. Elles prirent place au premier rang tandis que Yadav entrait avec assurance, sachant qu'il allait bientôt être un homme libre. Pendant l'audience, il aperçut une femme qu'il avait agressée par le passé et se moqua d'elle en lui lançant des noms impraticables. La police aurait également ri. Peu après, une autre femme commença à le frapper à la tête avec une chapale, déclarant audacieusement à Yadav que c'était soit elle, soit lui qui devait quitter cette terre, disant « Nous ne pouvons pas tous les deux vivre sur cette terre, c'est soit toi, soit moi ». Ces paroles audacieuses encouragèrent les autres femmes, et avant même que l'on puisse dire « Jacques Robinson », Yadav fut entouré par les femmes qui le poignardèrent 70 fois. De la poudre de chili fut lancée dans les visages des agents qui le gardaient, et tandis qu'elles infligeaient le châtiment final, il pouvait être vu en train de point entendu en train de crier et de supplier pour obtenir pardon. La scène était très sanglante et l'une des victimes aurait coupé ses parties intimes. La police quitta les lieux hébétés et horrifiés, mais bien que la vigilance puisse être discutable, personne ne ressentait vraiment de pitié pour le gangster brutal. Bien que certaines des femmes aient été accusées de meurtre, il n'y avait pas suffisamment de preuves pour les condamner, et même si l'affaire avait été poursuivie, les chances de condamnation étaient minces. Elles furent donc libérées et aujourd'hui, elles sont célébrées comme des héroïnes en Inde. David Paradiso, pendant son procès pour avoir poignardé sa petite amie, provoqua un énorme chaos dans la salle d'audience, une action qui mena finalement à sa chute. La véritable raison pour laquelle Paradiso était au tribunal ce jour-là était à cause d'une attaque brutale qu'il avait lancée contre sa petite amie innocente, la poignardant au cou et abandonnant son corps près d'une route. Les détails du crime étaient assez choquants et ont secoué la communauté. Le jour du crime, Paradiso et sa petite amie, Hélène Pelt, se disputaient à l'arrière du véhicule de sa mère. Personne ne se souvenait vraiment de ce pourquoi ils se battaient, mais la dispute vira rapidement à la violence. Paradiso, âgé de 29 ans, affirmerait plus tard qu'il souffrait de paranoïa à l'époque et croyait réellement que sa petite amie allait lui prendre la vie s'il n'attaquait pas en premier. Après avoir brutalement tué sa petite amie, Paradiso prit sa mère en otage, l'obligeant à conduire jusqu'au comté voisin d'Amador où il se débarrassa du corps. Il fut bientôt appréhendé par les autorités et le procès tumultueux débuta. Bien que personne ne pouvait prédire que tout se terminerait en tragédie, la nature de l'affaire était très particulière. La défense de Paradiso affirmait qu'il était sous l'effet de drogue dure au moment de l'incident, tandis que sa mère ne cessait de mentionner son état mental en déclin. Le 4 mars 2009, le jour de l'attaque, Paradiso se présenta à la barre des témoins pour raconter sa version de l'histoire. Pendant les délibérations, le tribunal décida de prendre une courte pause. Mais alors que les individus sortaient de la salle d'audience, Paradiso visa la juge Cinda Fox, qui était en charge de l'affaire au tribunal supérieur du comté de San Juan, et la poignarda avec une arme inconnue. La salle d'audience fut plongée dans le chaos et, pendant la confusion, les policiers lui tirèrent une balle dans la tête, mettant fin à sa vie sur le champ. Ce fut une conclusion brutale à une vie troublée, mais la mère de Paradiso avait vu cela venir. Elle affirmait avoir informé les policiers de l'état mental de Paradiso et de sa propension à la violence avant l'incident.
Elle mentionna également avoir averti les policiers que son fils possédait une arme dissimulée, mais personne ne l'a pris au sérieux. Heureusement, la juge Cinda Fox, victime de l'attaque inattendue, ne subit que des blessures mineures et, alors qu'elle était évacuée de la salle d'audience, on l'entendit assurer aux journalistes qu'elle allait bien. Pour Paradiso, c'était donc la fin du chemin, et son histoire reste l'un des exemples les plus glaçants de criminels recevant une peine capitale non intentionnelle directement dans la salle d'audience. Silanna, ce membre de gang, était jugé pour plusieurs charges dans un tribunal de Salt Lake City lorsqu'il prit une décision stupide qui mena finalement à sa fin abrupte. Âgé de 25 ans, Silanna était un membre présumé du gang Tonjan, l'un des groupes criminels les plus meurtriers de l'Utah. Anna faisait partie des 17 suspects nommés dans Point. Une accusation de racket à 29 chefs d'accusation déposés en 2008 accusait les membres du gang de complot, d'agression, de vol et de possession illégale d'armes. L'Angelo de 1,90 m pour 118 kg était également impliqué dans une série de vols et d'agressions sur des employés de magasins locaux. De plus, il était accusé d'avoir agressé 2 agents fédéraux ainsi que de brandir une arme à feu. L'affaire s'était prolongée pendant un certain temps et Angela était le dernier prévenu à comparaître, ce qui rendait sa condamnation particulièrement importante. Ce jour fatidique en 2014, un détenu de prison qui semblait connaître en détail les rouages internes du gang témoigna contre Angelo, ce qui ne plut pas aux gangsters présumés. Pour ajouter de l'huile sur le feu, les responsables du tribunal décidèrent ce jour-là de laisser Angela non menotté devant le jury, espérant et croyant qu'il ne ferait rien de stupide. Malheureusement pour lui, il le fit. Alors que le témoin commençait à raconter son témoignage, Angelo se leva de son siège, s'empara d'un stylo et se précipita vers le box des témoins. Il se lança sur le témoin et, en l'espace d'une fraction de seconde, 4 coups de feu retentirent et l'homme s'effondra. C'est un marshal fédéral des États-Unis qui tira les coups de feu fatals, touchant Angelo à la poitrine. La salle d'audience fut plongée dans le choc et la panique tandis que les agents tentaient d'évacuer tout le monde. Le témoin fut également évacué de la scène, ce qui mit pratiquement fin à l'affaire. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. La mort d'Angela a déclenché un débat de longue date sur l'influence des préjugés raciaux dans le système judiciaire américain. Sa famille argumenta que les agents avaient utilisé une force excessive. Force dans la gestion de la situation et que l'attaque d'Angela aurait pu être arrêtée sans lui ôter la vie. D'autre part, il y avait des personnes qui ne souscrivaient pas exactement à cette théorie. Elles croyaient qu'Angela savait quelles seraient les conséquences d'une attaque dans une salle d'audience, surtout dans une affaire nécessitant la présence d'agents fédéraux. Il semblait qu'il avait réagi dans un moment de colère après avoir vu le dit témoin et avait payé cher son accès de rage. Sa famille déposa plus tard une plainte affirmant que ses droits avaient été violés, mais cela n'eut que peu d'impact et l'affaire fut finalement rejetée. Nathaniel Richmond. En 2017, ce juge de l'Ohio se retrouva dans une situation précaire après que le père d'un suspect se soit présenté au tribunal avec l'intention de commettre un meurtre. Il était environ 8 heures du matin, le lundi 21 août 2017, lorsque les événements se déroulèrent au palais de justice du comté de Jefferson à Steubenville. Le juge Joseph J. Bearzett Jr. marchait vers le bâtiment lorsqu'il aperçut une voiture qui l'attendait dans un parking de banque. Alors que le juge s'approchait, l'un des hommes sortit de la voiture et ouvrit soudainement le feu sur le juge. Cet homme était Nathaniel Richmond. Mais comment Richmond et le juge B s'étaient-ils rencontrés et pourquoi leur rencontre se termina-t-elle en tragédie? Selon les dossiers judiciaires, Richmond était un plaignant dans une poursuite pour décès injustifié que le juge supervisait. Cette plainte entente concernait la mort de la propre mère de Richmond dans un incendie de maison à Steubenville début 2015. Mais ce n'est pas tout, Richmond était également le père de Mick Richmond, un ancien joueur de football au lycée, condamné pour agression dans un procès très médiatisé en 2013. Ainsi, bien que beaucoup de gens croient que l'homme était amèrement affecté par son rencontre constante avec le système judiciaire et décida de décharger sa frustration sur le juge, ou peut-être cherchait-il simplement un moyen facile d'échapper à l'affaire. Quoi qu'il en soit, son plan allait finalement se retourner contre lui, et le chasseur devint la proie. Initialement, Richmond avait l'avantage, tenant une arme sur le juge et lui tirant même dans l'abdomen. Mais ce juge n'était pas prêt à se laisser faire sans se battre. Dans un retournement inattendu, Bressa se leva et sortit son propre pistolet, tirant sur le suspect alors qu'il fuyait vers la voiture de fuite. Un autre agent remarqua également l'échange de tirs et se joignit à la fusillade jusqu'à ce que l'attaquant ne puisse plus courir. Alors que la fumée se dissipait, le juge fut évacué en hélicoptère vers un hôpital à Pittsburgh et, après une opération, il réussit à survivre. Il en allait différemment pour Richmond, qui mourut devant le palais de justice.
Les images de la caméra de surveillance de l'affrontement furent finalement publiées et montrèrent que l'attaque était une embuscade classique. L'autre suspect, qui conduisait la voiture de fuite, fut également appréhendé et reçut une lourde peine pour son rôle dans l'incident. La fusillade choqua la communauté et souligna les dangers auxquels certains responsables judiciaires doivent faire face lorsqu'ils traitent avec certains des criminels les plus endurcis d'Amérique. Maintenant, c'est le tour de notre sélection de abonnés. Dans les augustes couloirs du système judiciaire, certains cas sont plus particuliers que d'autres, comme celui de Marianne Bach, une femme dévastée par la perte de sa fille aux mains d'un criminel endurci. Sans cligner des yeux, Marianne entra dans cette salle d'audience ce jour-là avec une seule intention, ôter la vie de l'homme qui lui avait enlevé sa fille. Elle affirmait qu'elle voulait réellement lui tirer dans le visage, mais elle choisit plutôt de l'attaquer par derrière. Avec ses 7 balles, elle a finalement réglé ses comptes d'une manière que le système judiciaire n'aurait jamais pu faire. Cependant, son histoire de vigilante a également attiré des critiques de la part de certains qui pensaient que Marianne aurait dû faire confiance au système judiciaire pour rendre la punition appropriée. Ils affirmaient que tuer un tueur ne faisait que faire d'elle une tueuse elle-même. Cependant, ce sentiment est contesté par une majorité qui la voit comme une héroïne et une figure de la justice. Pensez-vous que Marianne a pris la bonne décision en ôtant la vie du tueur de sa fille, ou croyez-vous qu'il n'y a aucune justification pour les exécutions extrajudiciaires? Partagez vos réflexions avec nous dans la section des commentaires ci-dessous. Revenons maintenant à la vidéo. Brian Nichols. Voici Brian Nichols, le jour de son procès, juste avant qu'il ne tue brutalement 4 personnes dans la salle d'audience, pensant qu'il pourrait s'en sortir. L'événement glaçant a eu lieu le 11 mars 2005, alors que Nichols se rendait pour répondre de ses accusations d'agression. En plus de l'agression, Nichols était également accusé d'enlèvement et d'agression sur une autre victime, une ancienne petite amie. Son procès fut un véritable tourbillon, le premier essai se terminant par un procès nul. En attendant le deuxième procès, sa famille et ses amis exprimaient leurs préoccupations quant à la possibilité qu'il tente de s'enfuir, mais personne ne prenait leurs affirmations au sérieux. Malheureusement, lorsqu'il finit par le faire, il emporta plusieurs autres points vis innocentes avec lui. L'attaque commença avec la shérif adjointe Cynthia Hall, que Nichols trouva alors qu'elle se changeait au palais de justice du comté de Fulton. Il parvint à lui voler son pistolet Glock de service avant de la battre dans le coma. Mais il n'en avait pas terminé. Après s'être changé en vêtements civils destinés au procès, Nichols élabora son plan d'évasion, qui impliquait beaucoup de chaos et une touche de sang. Il rencontra d'abord les gestionnaires de cas Susan Christie et Gina Clark Thomas ainsi que l'avocat David Allman, les prenant tous en otage et exigeant qu'ils le conduisent dans les chambres du juge Barnes, qui présidait son affaire. Un homme, le sergent Grantley White, tenta de désarmer le suspect mais échoua et rejoignit la liste des otages. Cependant, White avait également déclenché une alarme que Nichols essaya de neutraliser en utilisant la radio de White. Après une petite démonstration dramatique, Nichols entra dans la salle d'audience du juge Barnes et ouvrit le feu, tuant brutalement Barnes ainsi que la reporter judiciaire Julianne Brando. En tentant de fuir la salle d'audience, Nichols tira également sur le sergent Whitesley, portant son total de victimes à 4. Il réussit à s'échapper en volant des voitures et en tenant des gens en otage pour exécuter ses ordres. Pendant un temps, il crut avoir échappé à la chasse à l'homme. La chasse à Nichols fut l'une des plus intenses qu'Amérique ait jamais vue et fut même présentée dans l'émission America's Most Wanted, avec une récompense de 65 000 $ offerte à quiconque aiderait à son arrestation. Avec toutes les forces de sécurité à sa recherche, Nichols devint effrayé et désespéré. Il décida donc de kidnapper une jeune femme nommée Ashley Smith pour l'utiliser comme pion dans son plan d'évasion. Le même jour, Nichols rencontra également l'agent spécial de lycée David G. Wilhelm et le tua avant de lui voler son insigne, son arme et son camion. Malheureusement pour lui, la victime parvint à contacter les policiers avant d'être enlevée, et il ne fallut pas longtemps pour que la police se rendit rapidement à son appartement à Duluth, en Géorgie. Nichols finit par se rendre aux officiers après avoir détenu Smith en otage pendant 7 heures, marquant une fin inattendue pour une situation aussi intense. Il fut ensuite emmené dans un bureau du FBI à Decatur, en Géorgie, puis dans une station de police à Atlanta, où il confessait les détails de ses crimes en vidéo. Il fut finalement inculpé le 5 mai 2005 de 54 chefs d'accusation, dont meurtre, meurtre aggravé, enlèvement, vol à main armée, agression aggravée, vol, carjacking et fuite des autorités, pour n'en nommer que quelques-uns. Initialement, il plaida non coupable, ses avocats invoquant la folie comme raison probable pour son acquittement, mais le procureur du comté de Fulton ne crut pas à cette histoire. Il demanda la peine capitale.
Après seulement 12 heures de délibération, le jury trouva Nichols coupable de tous les 54 chefs d'accusation portés contre lui. Le 7 novembre 2008, moins d'un mois plus tard, le 13 décembre 2008, il fut condamné à de multiples peines de réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Bien que l'objectif ait été de faire face à la peine de mort, la législation de la Géorgie rendait cela impossible, donc l'accusation dut se contenter des peines de réclusion à perpétuité. Nichols est actuellement incarcéré à la prison d'État pour diagnostic et classification de Géorgie, où il passera probablement le reste de sa vie. Michael Marin. Le 28 juin 2012, le financier américain, avocat et ancien trader de Wall Street Michael Marin choqua le monde lorsqu'il se suicida pendant une audience judiciaire. Mais comment un millionnaire qui avait tout ce qu'il lui fallait se retrouva-t-il dans une telle situation précaire? L'histoire nous ramène à 2009, lorsque Marin aurait déclenché un incendie dans son manoir de plusieurs millions de dollars en Arizona. Apparemment, il faisait face à des problèmes financiers et ne pouvait plus payer l'hypothèque de sa maison. Il tenta donc de la mettre aux enchères, mais cela ne fonctionna pas. Par désespoir, il grimpa même au sommet du mont Everest, pensant que la publicité générée par cet exploit aiderait à vendre sa maison, mais cela ne fonctionna pas non plus. Après que toutes ses options aient échoué, Marin devint de plus en plus frustré et un jour, il décida d'incendier la maison avant de s'enfuir en utilisant une échelle en corde et en étant vêtu de combinaisons de plongée. Il fut rapidement arrêté et accusé d'incendie criminel, marquant le début d'un procès sensationnaliste qui détruisit tous les espoirs restants de Marin. Alors que le procès débutait en mai 2012, l'avocat de Marin l'informa qu'il risquait jusqu'à 16 ans de prison pour ce crime, ce qui sembla être la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Au fur et à mesure que le procès avançait, il savait que les chances étaient contre lui, et le dernier jour du procès, sa pire peur se confirma, il fut déclaré coupable des charges retenues contre lui. Mais juste avant que sa peine ne soit prononcée, Marin fit quelque chose de choquant. La vidéo de la sentence montre Marin mettant apparemment quelque chose dans sa bouche, et quelques minutes plus tard, il s'effondra mystérieusement. Il fut immédiatement transporté à l'hôpital où il décéda. Lors des autopsies, le personnel médical découvrit des substances toxiques dans son système, ce qui signifiait qu'il avait probablement ingéré une substance empoisonnée dans la salle d'audience. Cette suspicion fut confirmée après que les officiers eurent fouillé sa voiture et trouvé un conteneur étiqueté « cyanure ». Apparemment, Marin avait acheté cette substance mortelle l'année précédente après avoir réalisé que l'affaire ne se terminerait pas en sa faveur. Son fils reçut également ce qui semblait être sa dernière note ainsi que son testament, ce qui signifiait que les actions étaient préméditées. Avant sa mort, Marin était un socialiste qui profitait des meilleures choses de la vie, voyager, faire la fête et gagner plus d'argent qu'il ne savait quoi en faire. Comment il perdit tout cet argent et fut contraint de recourir à des moyens désespérés de survie reste un mystère, et grâce à ce drame en salle d'audience, son histoire continue d'être racontée de nombreuses années après sa mort. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine.